En 1994, le Rwanda a connu une histoire douloureuse, sanguinaire, qui a enlevé la vie à près de 1 million de personnes. À l'origine, un génocide ethnique contre un peuple, les Tutsis. Aujourd'hui, nous ne nous étendrons pas sur les causes immédiates du conflit, mais nous allons aller encore plus loin sur les origines du conflit et surtout sur comment les Tutsis sont devenus Tutsis. Projecteur. Les Tutsis sont appelés par un certain nombre de noms similaires, dont Tutsi, Watutsi ou Watusi, qui sont au nombre d'environ 2,5 millions dans les États d'Afrique centrale du Rwanda et du Burundi. Ils représentent environ 14% de la population totale du Rwanda et du Burundi réunis. Un petit nombre de Tutsis, généralement appelés Banyarwanda, indiquant qu'ils sont originaires du Rwanda, se trouvent en République démocratique du Congo ou encore ex-Zaïre. Afin de distinguer ceux qui sont dans la région du lac Kivu depuis le XVIIe siècle, le terme Banyamulenge est utilisé depuis les années 1970. Les Tutsis parlent le Kinyarwanda ou le Kirundi, la même langue bantoue parlée par leurs voisins Hutus. Il est plus probable que la division entre Hutus et Tutsis soit le fait de l'économie que sur des différences ethniques. Les patrons Tutsis propriétaires de bétail faisaient des clients des Hutus agriculteurs et le mouvement entre les catégories était basé sur la possession de bétail. Beaucoup plus tard, ces catégories sont devenues plus rigides et une forte stratification sociale entre les deux groupes a émergé. Il a été noté que jusqu'à l'avènement de la domination coloniale européenne, il était possible pour les Hutus de devenir Tutsis et un Tutsi qui perdait ses terres ou son bétail deviendrait un Hutu. Le terme Tutsi, signifiant éleveur de bétail, semble provenir du sud de la région et a été enregistré pour la première fois par les explorateurs européens au XIXe siècle. Au nord, le terme Ima, signifiant aussi éleveur de bétail, a été utilisé jusque dans le XXe siècle et dans le dictionnaire de 1924 compilé par les autorités coloniales. Le terme Ima est noté comme signifiant une race inférieure de Tutsi. Le terme Tutsi a été adopté par la dynastie au pouvoir, les Ndinya, et à la fin du XIXe siècle, le terme Tutsi a été généralisé pour désigner les éleveurs de bétail et le terme Ima a fini par désigner des bergers semi-nomades qui était un terme finalement de mépris. James Newman, professeur de géographie à l'université de Syracuse aux États-Unis, note que les Tutsis sont très probablement nés du mélange d'éleveurs de bétail Inda et Ima avec la royauté bantoue locale. Les Inda et les Ima sont arrivés au Rwanda au XVe siècle depuis le nord. Le peuple Ima de l'Ouganda est nilotique, bien que leur lien avec les Ima du Rwanda soit controversé et d'autres ont spéculé d'ailleurs sur des origines éthiopiennes ou de la Corne de l'Afrique. Le premier roi des Ndinya, Kaganzu Ndori, aurait été un Ima venu du nord. Les Ima étaient jusqu'à récemment, considérés comme des lignées exclusivement Tutsi. Le roi Ndori a introduit une forme de contrat-accord inégal entre lui et ses clients appelés Ubuake, par lequel les troupeaux royaux de bétail sont distribués aux clients pour utilisation, mais la propriété reste la propriété du roi. La relation était héréditaire et seul le patron pouvait résoudre le contrat. Lorsque le contrat a été dissous, le client devait non seulement remettre le bétail qui appartenait au patron, mais aussi tous ceux
qui lui appartenaient. La concurrence pour les terres entre les éleveurs et les agriculteurs était aiguë dans la région des lacs densément peuplée et le bétail avait besoin de grandes surfaces pour paître, plus que ne pouvaient fournir les champs. Les deux principales formes de production économique, l'agriculture intensive et l'élevage de bétail, étaient étroitement imbriquées et la propriété de bétail est devenue un indicateur social important de richesse et de privilèges. Les rois utilisaient le bétail comme moyen d'honorer un individu ainsi que pour établir un contrôle par le biais de relations avec les Ubuake. Les Ubuake ont divisé les troupeaux de bovins en unités plus petites d'environ 40 à 50 têtes de bétail, ce qui a permis de trouver plus facilement des pâturages pour les animaux. La division du travail entre les agriculteurs Hutus et les éleveurs Tutsis s'est solidifiée. Et il a été noté que le concept de classe s'est transformé en distinction de caste. L'Umwami ou roi était considéré comme semi-divin. C'est devenu une croyance à la fin du 19e siècle que toute tentative de renverser l'Umwami entraînerait la ruine et une punition sévère d'Imana ou de Dieu. Parmi les titres de Tutsi King figurait Nia Gasani qui signifiait Seigneur. Et les missionnaires chrétiens ont choisi ce terme pour traduire leur conception de Dieu en Kinyarwanda. L'histoire de la période précoloniale provient principalement d'un corpus de littérature orale, de poèmes épiques de rois ou de batailles. Les femmes avaient le droit de posséder du bétail et pouvaient exercer une grande liberté d'action une fois devenues mères. Leur statut était rattaché à celui des hommes et de leur famille, père, mari et fils. Les reines-mères régnaient avec leurs fils, mais leur statut était dû au fait que leur fils était le monarque. Les femmes ont joué un rôle important dans la religion mystique appelée le Riagombe, qui a été propagée et maintenue par les femmes au sein du foyer. Les femmes étaient également considérées comme les responsables de tous les travaux ménagers et de l'éducation des enfants. Le bétail joue un rôle important dans la culture Tutsi et sert de base à l'identité Tutsi. Une race particulière de bovins à longue corne, appelée Iyambo et appelée internationalement la race Watutsi, a été développée dans cette région. Les cornes massives et magnifiques du bétail étaient une incarnation vivante du pouvoir de l'Umwami. Ils étaient remis à des bergers spéciaux pour qu'ils s'en occupent et se préparent pour les défilés devant le roi et ses serviteurs. Le bétail était la base de la domination Tutsi sur les Hutus et le Shebuja, ou patron, établissait la relation avec un client en lui donnant une vache. Les bovins faisaient l'objet d'une forme spéciale de poésie de louange appelée Amazina Nyinka, ou nom de vache. En utilisant les mêmes éloges que pour les guerriers, le bétail serait décrit pour sa beauté et sa bravoure. Le bétail est encore culturellement important aujourd'hui chez les Tutsis, mais beaucoup ont renoncé à l'élevage et se sont tournés vers l'agriculture ou le travail dans les villes. L'Allemagne a déclaré que le Rwanda et le Burundi relevaient de leur autorité coloniale. En 1911, les autorités allemandes ont aidé le roi Tutsi à réprimer une rébellion Hutu. Les Allemands ont également commencé à ouvrir le Burundi et le Rwanda aux missions chrétiennes. L'Allemagne a perdu le contrôle de ses colonies africaines pendant la Première Guerre mondiale et le Burundi et le Rwanda ont été donnés aux Belges en 1916. Leur contrôle a été reconnu par la Société des Nations en 1923. Les Européens ont introduit l'idée que les Hutus et les Tutsis pouvaient être distingués par des différences physiques. Les Tutsis étaient plus grands, plus nobles et plus avancés que les Hutus plus petits et plus sombres. On croyait généralement que les Tutsis étaient des Hamites de la Corne de l'Afrique plutôt que des Bantous. Les stéréotypes coloniaux ont été partiellement adoptés par les Hutus et les Tutsis à l'époque de l'indépendance et ont servi à séparer les peuples lors du conflit qui a suivi, supposant souvent à tort par exemple qu'une personne plus grande ou plus claire
doit être un Tutsi. Les politiciens Hutus ont entretenu un état de peur de retour de l'ennemi Tutsi et imposé leurs règles. Les stéréotypes des Tutsis par les Hutus ont été utilisés lors du génocide de 1994 au Rwanda, où la station de radio Hutu, Radio-Télévision Libre des Mille Collines, a diffusé des appels à tuer les Tutsis. Les autorités coloniales ont maintenu les royaumes indigènes et ont encore renforcé la distinction sociale entre les Hutus et les Tutsis. Les Belges semblaient favoriser les Tutsis et s'en servaient pour développer la production coloniale, plantation de café et de thé, utilisant la main-d'œuvre Hutu. Les missions chrétiennes ont ouvert des écoles et les enfants Tutsis et Hutus ont été scolarisés. Les deux parties ont commencé à se durcir l'une contre l'autre et les Belges ont commencé à déplacer leur soutien des Tutsis aux Hutus, ce qui a entraîné la révolution rwandaise de 1959. De nombreux Tutsis ont été tués, dont le dernier roi Kigeri V, tandis que 200 000 ont fui vers les pays voisins. Les Hutus et les Belges ont accepté la fin officielle du royaume Tutsi en 1961 et la pleine indépendance du Rwanda en 1962. L'histoire coloniale du Burundi était similaire à celle du Rwanda, sauf que les Tutsis ont pu garder le contrôle. En 1961, le Burundi se sépare du Rwanda, Rwanda-Urundi colonial, et devient le royaume indépendant du Burundi. En 1962, il fut internationalement reconnu comme le royaume du Burundi et son roi Tutsi, Mwambatsu IV, annonça qu'il deviendrait une monarchie constitutionnelle et permettrait la participation politique des Hutus. En 1965, le roi refusa de nommer officiellement le premier ministre Hutu élu, ce qui conduisit à une rébellion de la police dominée par les Hutus. Les rebelles ont été écrasés par l'armée dominée par les Tutsis. L'armée a ensuite organisé un coup d'État et établi une république. Le conflit Hutu et Tutsi a éclaté à plusieurs reprises depuis lors, entraînant un grand nombre de décès principalement des Hutus. Récemment, le Burundi a tenté de former des gouvernements avec une représentation par quota des groupes ethniques et a élu 2 présidents Hutus depuis 2003. L'histoire de l'indépendance du Rwanda a été tout aussi sanglante. Les Tutsis chassés en 1959 ont fait des incursions au Rwanda et en 1963 ont lancé des attaques majeures à partir de bases au Burundi. Le résultat a été une réaction violente contre les civils Tutsis, faisant plus de 10 000 morts Tutsis aux mains des Hutus. Le gouvernement dirigé par les Hutus a imposé un quota de 9% aux Tutsis dans les écoles, les universités et les services gouvernementaux et tous les secteurs d'emploi. Le président Kayibanda a été renversé lors d'un coup d'État militaire dirigé par le leader intransigeant du Hutu Power, Juvenal Habyarimana, en 1973. Le général Roméo Dallaire note que la politique du président rwandais Juvenal Habyarimana d'expulser les Tutsis a engendré une population de la diaspora qui ne pouvait être ignorée. La diaspora a fusionné dans le Front patriotique rwandais, le FPR, en 1987, ce qui a prouvé qu'il était plus qu'égal force gouvernementale rwandaise soutenue par la France. Habyarimana a été contraint d'ouvrir des négociations avec le FPR et en 1994, un accord de paix a finalement été conclu entre les deux parties. Cependant, l'avion de Habyarimana a été abattu alors qu'il atterrissait à l'aéroport de Kigali, ce qui a déclenché les génocides de 1994 des Tutsis et des Hutus modérés au Rwanda. La question de savoir qui a abattu l'avion fait encore l'objet d'un débat, mais on pense généralement qu'il s'agit de l'armée rwandaise. Le meilleur récit des événements ultérieurs est peut-être celui donné par le chef de la mission de maintien de la paix des Nations Unies, MINUAR, le général Roméo Dallaire, dans son livre Shake Hand
with the Devil, publié pour la première fois en 2003. La milice Hutu appelée Interahamwe, avec l'appui de l'armée régulière rwandaise, ont tué entre 500 000 et 800 000 Tutsis et Hutus modérés avant que le FPR ne puisse s'emparer de la quasi-totalité du pays. Paradoxalement, la mère du président des Interahamwe, Robert Kayonga, était Tutsi. Les Interahamwe ont ciblé les femmes Tutsis et ont capturé et violé des femmes Tutsis en pensant qu'elles étaient la source du mal. Les Interahamwe avaient reçu une formation de l'armée rwandaise et avaient dressé des listes de Tutsis en vue de leur extermination éventuelle. 1000 ont été tués dans les 20 premières minutes du massacre organisé. Avec la victoire du FPR, 2 millions de Hutus ont fui le Rwanda pour le Congo, Zaïre, la Tanzanie et d'autres pays voisins. Environ 1,7 million rien qu'au Zaïre. Au cours des 100 jours du génocide, entre 500 000 et 800 000 personnes ont été tuées, soit 3/4 de la population Tutsi du Rwanda. Le FPR était dirigé par Paul Kagame, dont la famille a fui les tueries en 1959 alors qu'il avait 2 ans. Kagame a essayé de susciter un sentiment de réconciliation et le premier président post-génocide du nouveau régime était un Hutu modéré et membre du FPR, le pasteur Bizimungu. Voilà donc, chers amis, l'histoire du peuple Tutsi. Si vous avez aimé cette vidéo éducative, n'oubliez surtout pas de nous laisser un like et, si possible, de commenter la vidéo. Sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres aventures sur notre chaîne Peuple Eben. Bye bye.